Black Coffee par Agatha Christie. Traduit de l'anglais par Jean-Michel Alamani. Chapitre 1. Hercule Poirot prenait son petit déjeuner dans son luxueux appartement de Mayfair, havre de paix tout entier voué au double culte de l'angle droit et de la symétrie. Et il venait de se régaler de sa brioche et de sa tasse de chocolat chaud quand, rompant incongrument avec la sacro-sainte tradition, car c'était un être d'habitude et qui dérogeait rarement à la routine, il pria de but en blanc son fidèle valet de chambre, Georges, de lui en préparer une seconde tasse. Puis, tandis qu'il se mettait en devoir d'attendre cet extravagant supplément de breuvage, il accorda un regard complaisant à l'image que lui renvoyait le miroir en pied, rectangulaire comme il se doit, qui lui faisait face de l'autre côté de la pièce. Court sur pattes, la soixantaine bien sonnée, silhouette menue en dépit de la plaisante rondeur de sa bedaine, il avait le crâne en forme d'œuf et des moustaches superlatives qui se relevaient dans un élan de pétulance contrôlée. Apparemment satisfait de ce qu'il voyait, il reporta son attention sur le courrier du matin qu'il avait déjà parcouru et qui attendait sur sa table. Toujours aussi féru d'ordre et de méthode, il avait fait des enveloppes, une fois vidées de leur contenu, une pile impeccable. Il les avait méticuleusement ouvertes à l'aide du coupe-papier en forme d'épée miniature que son vieil ami, le capitaine Hastings, lui avait offert pour son anniversaire des années auparavant. Une deuxième pile concernait les envois qu'il jugeait sans intérêt, des prospectus pour la plupart, et qu'il chargerait tout à l'heure Georges de jeter à la poubelle. La troisième était constituée de lettres qui exigeaient réponse, ou tout le moins accusées de réception. Il s'occuperait d'elles après le petit déjeuner, en tout cas pas avant 10 heures. Poirot estimait en effet qu'entamer une journée de travail casanier avant 10 heures du matin trahissait un cruel manque de professionnalisme chez l'imprudent qui s'y risquait. Lorsqu'il était sur une affaire, alors là, bien entendu, il en allait tout autrement. Il se rappelait même qu'un jour, Hastings et lui s'étaient mis en route bien avant l'aube, histoire de... Mais non, Poirot ne voulait pas que ses pensées s'en aillent vagabonder sur les rives du passé, de ce passé si proche, encore, mais auquel il ne pouvait s'empêcher de songer autrement que comme au bon vieux temps. Sitôt résolu ce qui deviendrait leur dernière affaire menée en commun, la lutte contre l'Organisation internationale du crime connue sous le nom des Quatre, Hastings avait cinglé vers l'Argentine pour y retrouver sa femme et son ranch. Et, bien que le cher homme séjournât actuellement à Londres en voyage d'affaires, leur collaboration appartenait indubitablement au passé. Que d'émotions partagées, à l'époque, rêva Poirot. Alors que désormais, que faisons-nous ensemble, Hastings et moi? Il nous arrive de dîner parfois dans ce prodigieux palace qu'est le Ritz, où il a établi ses pénates. Tout cela est bel et bon, je n'en disconviens pas, de même que les 2 ou 3 pièces de théâtre que nous sommes allés applaudir ensemble. Mais, que la vie était belle au temps où... Non, il fallait vraiment qu'il s'efforce de ne pas ressasser le passé, même si c'était difficile, même si la brève escale londonienne de Hastings ne faisait que raviver la blessure. Était-ce pour tout cela que Poirot sentait l'agitation le gagner en cette belle matinée de mai 1934, où le printemps commençait enfin à pointer le bout de son nez? Officiellement retiré des affaires, il s'était plus d'une fois laissé entraîner hors de cette retraite. Chaque fois, en fait, qu'un problème particulièrement intéressant lui avait été apporté comme sur un plateau. Il avait alors savouré le bonheur de se retrouver en piste, Hastings à ses côtés, qui servait, en quelque sorte, de caisse de résonance à ses idées et à ses théories. Mais, de toute façon, rien qui présentât un intérêt professionnel suffisant n'avait été soumis à Poirot depuis plusieurs mois. N'existait-il donc plus de crimes hors du commun, ni de criminels dont l'ingéniosité défiât l'imagination?
Tout n'était-il plus que violence et brutalité primaires en ce bas monde, que meurtre ou vol sordide sur lesquels il eût été indigne de lui de se pencher? Il fut interrompu dans ses pensées par l'arrivée silencieuse de Georges, qui apportait cette seconde tasse de chocolat bienvenue. Bienvenue non seulement parce que Poirot allait se délecter de sa riche et douce saveur, mais aussi parce qu'elle lui permettrait quelques minutes encore de ne pas prendre conscience de ce que cette journée, cette belle matinée ensoleillée, s'étirait devant lui sans perspective plus alléchante que son habituelle promenade de santé dans le parc et la traversée à pied de Mayfair pour se rendre à son restaurant favori de Soho. Il y déjeunerait seul de quoi aujourd'hui? Peut-être d'une terrine de canard pour se mettre en appétit, puis d'une seule bonne femme, suivie de... Il s'aperçut que Georges, après avoir déposé la tasse sur la table, s'adressait à lui. L'impeccable, l'imperturbable Georges, au visage de bois, anglais jusqu'au bout des ongles, était au service de Poirot depuis pas mal de temps déjà, et correspondait en tout point à ce que le détective attendait d'un valet de chambre. Totalement dépourvu de curiosité, d'une réticence extraordinaire sitôt qu'il s'agissait d'exprimer une quelconque opinion personnelle, Georges n'en constituait pas moins une mine de renseignements sur l'aristocratie anglaise et savait se montrer aussi viscéralement fanatique de l'ordre que le grandissime détective lui-même. « Vous êtes tragiquement dépourvu d'imagination, mon bon Georges, lui avait plus d'une fois concédé Poirot. Mais vous repassez, Dieu merci, les pantalons à merveille. » L'habileté au repassage des pantalons constituait, aux yeux d'Hercule Poirot, qui possédait pour sa part de l'imagination à revendre, un talent infiniment moins répandu. Oui, il avait bien de la chance d'avoir Georges pour s'occuper de lui. « Alors j'ai pris la liberté, monsieur, de promettre à ce monsieur que monsieur le rappellerait ce matin, disait Georges. Je vous demande pardon, mon bon, s'excusa Poirot. J'avais l'esprit ailleurs. Quelqu'un a téléphoné, dites-vous? Oui, monsieur. Hier au soir, pendant que monsieur était au théâtre avec Mrs. Oliver. Je me suis couché avant le retour de monsieur et n'ai pas jugé utile de lui laisser un message par écrit à cette heure tardive. Et qui donc m'avait demandé? Un certain Sir Claude Amaury, monsieur. Il a laissé son numéro de téléphone, dont le seul énoncé tendrait à prouver qu'il réside dans le Surrey. Il a insisté sur le fait qu'il s'agissait d'une affaire assez délicate et que, quand vous le contacteriez, il ne faudrait en aucun cas consentir à donner votre nom, mais exiger de parler à Sir Claude en personne. Merci, Georges. Posez le numéro sur mon bureau. Je l'appellerai après avoir lu le Times de ce matin. Il est encore un tantinet trop tôt pour téléphoner, surtout s'il s'agit effectivement d'une affaire délicate. Georges s'inclina et se retira cependant que Poirot sirotait posément sa tasse de chocolat. Ses pensées allèrent à la pièce de théâtre que sa vieille amie, Mrs. Ariadne Oliver, et lui avaient vue la veille au soir. C'était une pièce policière intitulée « L'alibi » avec Charles Lawton, le célèbre acteur britannique, dans le rôle du limier qui résolvait l'énigme. Mrs. Oliver, qui s'imaginait que son statut de romancière à succès lui conférait des talents de détective amateur, s'était trouvée fort dépitée que Poirot découvre l'identité de l'assassin avant elle. « Je ne comprends pas comment vous avez pu deviner aussi vite, avait-elle gémi. La réplique outrée de Poirot avait aussitôt fusé. « Je ne devine jamais, chère Mrs. Oliver. Je mets en branle mon intellect. Je bats le rappel des petites cellules grises qui, par milliards, peuplent mon cerveau. » Il n'avait pu aller plus loin car Mrs. Oliver, fatiguée de l'avoir entendu un nombre incalculable de fois discourir sur le sujet, l'avait arrêté net. « Non, non et non. Assez de vos satanées cellules à la noix. Dépêchons-nous de courir au Café Royal, là, au coin. Vous pourrez m'y offrir un verre avant que nous allions souper. » Poirot termina sa tasse de chocolat avec un sourire et dodelina de la tête. Chère Ariadne Oliver. Vraiment, il l'aimait bien. Étouffant un petit rire ému au souvenir de leur agréable soirée au théâtre, il se rendit sur le balcon avec son journal du matin.
Quelques minutes plus tard, le Times gisait à côté de lui. Les nouvelles internationales, comme d'habitude, étaient déprimantes. Cet effroyable Hitler avait transformé les cours allemandes en succursales du parti nazi. Les fascistes s'étaient emparés du pouvoir en Bulgarie et, pire que tout, dans le pays natal de Poirot, en Belgique, 42 mineurs étaient portés disparus après un coup de grisou dans une mine proche de Mons. Les nouvelles intérieures n'étaient guère meilleures. En dépit de la réticence des officiels, les compétitrices de Wimbledon allaient être autorisées à porter le short cet été. Le carnet de deuil n'était pas réconfortant, lui non plus. Les contemporains de Poirot, et même un tas d'individus plus jeunes, semblaient pressés de partir pour un monde meilleur. Son journal abandonné, Poirot se renversa dans son fauteuil de rotin et allongea les jambes sur un pouf. « Sir Claude Amory », songea-t-il. Pas de doute, ce nom éveillait en lui un écho. Il l'avait entendu citer quelque part. Oui, ce Sir Claude devait être un personnage éminent. Mais dans quel domaine ? S'agissait-il d'un politicien ? D'un maître du barreau ? D'un retraité de la fonction publique ? Sir Claude Amory. Amory. Le balcon faisait face au soleil matinal que Poirot jugea suffisamment bon pour s'y chauffer quelques minutes. Il ne tarderait pas à devenir trop fort pour lui, qui n'était guère partisan de tout hâle excessif. « Quand le soleil me chassera d'ici, se promit-il, j'irai consulter le Wouzou. Si ce Sir Claude est une personnalité en vue, il figurera à coup sûr dans ce précieux annuaire. Sinon... » Le petit détective eut un haussement d'épaules significatif. Snob invétéré, il était déjà prédisposé en faveur de Sir Claude par la seule magie de son titre. Si ce personnage figurait de surcroît au Wouzou, inestimable recueil entre les pages duquel apparaissaient également les détails de la carrière de Poirot, alors peut-être vaudrait-il la peine qu'on lui accordât temps et attention. Combiné à un soudain petit air frisquet, un élan de curiosité le poussa à gagner sa bibliothèque. Il se dirigea vers la section des ouvrages de référence et se saisit de l'épais volume rouge dont le titre, Wouzou, était gravé au dos en lettres d'or. Il tourna les pages et trouva le nom qu'il cherchait. Amory, lut-il. Sir Claude Herbert, anobli en 1927, né le 24 novembre 1878, marié en 1907 à Helen Graham, décédé en 1929. Un fils. Études suivies, Weymouth Grammar School, King's College de Londres, chercheur au laboratoire de la General Electric Company en 1905. Royal Air Force, Farnborough, section radio, 1916. Institut de recherche du ministère de l'Air, Swanage, 1921. Découvreur d'un nouveau principe d'accélération des particules, l'accélérateur linéaire par onde progressive, 1924. Reçoit le prix Monroe de la Société de physique, etc. Publication, nombreux articles dans les revues spécialisées, adresse Abbotscleeve par Marketcleave, Surrey. Téléphone 304 à Marketcleave, Club Latenaeum. Mais bien sûr, se murmura Poirot à lui-même, le fameux savant. Il se remémora une conversation qu'il avait eue quelques mois auparavant avec un membre du gouvernement de Sa Majesté, après qu'il eut récupéré certains documents disparus dont le contenu aurait pu s'avérer embarrassant pour les autorités. Ils avaient parlé sécurité, et le politicien avait reconnu que les mesures en ce domaine n'étaient généralement pas assez rigoureuses. Prenez par exemple le cas de Sir Claude, avait-il confié à Poirot. Ce sur quoi il travaille en ce moment revêtirait une importance absolument extraordinaire en cas de guerre. Or, il refuse de le faire dans des conditions de laboratoire où son invention et lui pourraient être efficacement protégés. Il tient absolument à travailler seul dans sa maison de campagne, sans aucune sécurité. C'est effrayant. « Je m'interroge, » songea Poirot en replaçant le Wouzou sur l'étagère. « Je m'interroge. » Sir Claude envisagerait-il de ne confier à Hercule Poirot qu'un rôle de vieux chien de garde fatigué ?
Les inventions guerrières, les armes secrètes, ce n'est pas pour moi. S'il se trouvait que sir Claude... Le téléphone se mit à sonner dans la pièce voisine, et Poirot entendit Georges répondre. Un instant plus tard, le valet de chambre fit son apparition. « C'est à nouveau sir Claude, monsieur. » Poirot s'en fut prendre l'appareil. « Allô, ici Hercule Poirot, annonça-t-il dans le combiné. « Monsieur Poirot ? Encore que nous ayons bien des connaissances communes, nous ne nous sommes jamais rencontrés. Je m'appelle Amory. Claude Amory. J'ai évidemment entendu parler de vous. » « Écoutez-moi, Poirot, poursuivit son interlocuteur. J'ai un problème diablement épineux sur les bras. Ou plutôt, j'en ai peut-être un. Je ne suis pas sûr. Mais sachez que ce que j'ai à vous dire est strictement confidentiel. S'il en parvenait la moindre bribe aux oreilles du public... « Sir Claude, interrompit Poirot, je puis vous assurer que je suis... Comment formulez-vous cela, vous autres Anglais ? Ah, voilà, la discrétion personnifiée. Je suis la discrétion personnifiée. Une tombe. Tout ce que vous m'apprendrez restera strictement entre nous. Merci. Il va de soi que j'ai en vous une confiance absolue. Mon problème est le suivant. Je travaille sur une formule de bombardement de l'atome. Je n'entrerai pas dans les détails, mais le ministère de la Défense y attache la plus grande importance. Mes recherches ont abouti, et je viens de mettre au point un procédé qui permet de fabriquer un nouvel explosif d'une terrifiante efficacité. Or, j'ai des motifs de soupçonner qu'un membre de ma maisonnée cherche à s'emparer de cette formule. Je ne puis en dire davantage pour l'instant, mais je vous serais très obligé si vous acceptiez de descendre à Abbotscliff ce week-end en tant que mon invité à titre privé. Je voudrais que vous emportiez la formule avec vous en retournant à Londres et que vous la remettiez au ministère à certaines personnes que je vous indiquerai. Il existe, dans les hautes sphères, de bonnes raisons pour ne pas confier cette mission à un homme de la défense. J'ai donc besoin de quelqu'un qui passe pour un monsieur tout-le-monde, qui ne soit pas un scientifique, mais soit doté de suffisamment d'astuce et d'entre-gens pour... Sir Claude continua à parler. Poirot jeta de nouveau un coup d'œil au reflet, dans le miroir, de son crâne chauve, qui faisait plus que jamais penser à un œuf à la coque, de sa moustache artistement cosmétiquée, sans parler de son élégant pantalon rayé, de sa jaquette et de ses bottines à boutons. Il se dit que jamais au cours de sa longue carrière, il n'avait été considéré, ni ne s'était considéré lui-même, comme un monsieur tout-le-monde. Cependant, un week-end dans la verdoyante campagne anglaise et l'occasion de rencontrer un savant renommé ne serait pas pour lui déplaire. Non plus, certainement, que l'expression de la gratitude d'un gouvernement reconnaissant, et cela après qu'il se fût contenté de promener dans sa poche du Surrey à Whitehall une formule scientifique, après tout fort obscure, si l'on exceptait son côté fracassant. « Je serais ravi de vous rendre service, cher monsieur, » répondit Poirot. « Voyons, nous sommes mercredi, n'est-ce pas ? Je m'arrangerai pour arriver samedi après-midi, si cela vous convient, et regagner Londres dès lundi matin avec ce que vous désirez que je transporte. Je me fais une joie de vous connaître sous peu. » Curieux, songea Poirot en raccrochant, que des agents étrangers s'intéressent à la formule de sir Claude. Je serais le premier à l'admettre, mais quelqu'un de sa maisonnée... Bah, il lui en serait sans doute davantage révélé au cours de ce week-end. Il se tourna à nouveau vers le téléphone, composa le numéro du Ritz et attendit qu'on lui passe la chambre demandée. « Mon cher Hastings, commença-t-il, pourquoi ne pas prendre quelques jours de vacances loin de l'atmosphère trépidante de Londres ? Le Surrey est très agréable à cette période de l'année. »« Georges, appela-t-il ensuite, veuillez porter mon costume de tweed de demi-saison ainsi que ma veste et mon pantalon de smoking chez le teinturier. Il vous faudra les récupérer dès vendredi car je pars pour la campagne où je vais devoir passer le week-end. » À l'entendre, on eût pu croire qu'il se rendait dans les steppes de l'Asie centrale pour y expérimenter un équipement de survie. Chapitre 2.
sise aux abords immédiats du gros bourg de Market Cleeve, à une quarantaine de kilomètres au sud-est de Londres, Abbots Cleeve, la demeure de Sir Claude, était une vaste bâtisse d'architecture victorienne érigée au milieu d'un parc de quelques hectares, aimablement vallonné, qu'ombrageaient les frondaisons d'arbres centenaires. L'allée gravillonnée qui menait du pavillon de garde, à présent transformé en cottage pour le jardinier, à la porte d'Abbots Cleeve, serpentait parmi buissons et bosquets. Bordant tout l'arrière de la maison, une terrasse dominait la pelouse qui descendait en pente douce jusqu'à un jardin à la française fort bien entretenu. Ce vendredi, en début de soirée, 48 heures après sa conversation avec Poirot, Sir Claude, plongé dans un abîme de réflexion, s'était retranché dans son cabinet de travail. C'était une pièce du rez-de-chaussée, de dimension modeste, mais confortablement meublée, à laquelle on n'avait accès que par une porte de la bibliothèque, elle-même beaucoup plus vaste. Sir Claude aimait cette disposition car elle lui permettait de travailler retiré, sans être dérangé pendant la journée, les membres de la famille ayant été clairement instruits d'éviter ce secteur et de se tenir dans l'autre aile de la maison. Ce n'est que le soir, une fois sortis de table, que tous, Sir Claude compris, avaient l'habitude de se réunir dans la bibliothèque pour le café et les verres d'après-dîner. La disposition de son bureau permettait à Sir Claude, lorsqu'il s'y asseyait, de faire face à la porte, cependant que, derrière lui, une fenêtre donnait vue sur le jardin que l'éminent scientifique ne prenait que très rarement le temps de contempler. Au dehors, le jour commençait à décliner. Le majordome de Sir Claude, Treadwell, avait fait sonner la cloche du dîner 2 ou 3 minutes plus tôt et, de l'autre côté de la maison, la famille se rassemblait dans la salle à manger. Sir Claude tambourina de ses doigts sur son bureau, geste habituel lorsque force lui était de prendre une décision rapide. 55 ans environ, de taille et de corpulence moyenne, il avait des cheveux grisonnants peignés en arrière à partir d'un front haut et des yeux perçants d'un bleu froid. Il affichait à cet instant une expression dans laquelle l'anxiété le disputait à la perplexité. On toqua discrètement à la porte et Treadwell, auguste vieillard long comme un jour sans pain et à la mine lugubre mais aux manières d'une impeccable correction, apparut sur le seuil. « Soyez assez bon pour m'excuser, Sir Claude. Je pensais que, peut-être, vous n'aviez pas entendu le gong. »« Si, Treadwell, je l'ai entendu. Dites, je vous prie, à tout le monde que j'arrive dans les plus brefs délais, que je suis retenu au téléphone. Je m'apprête d'ailleurs à donner un coup de fil rapide. Vous feriez aussi bien de commencer à servir. » Le majordome se retira en silence, tandis que Sir Claude, prenant une profonde inspiration, attirait le téléphone à lui. Il sortit un petit carnet d'adresses d'un tiroir de son bureau, le consulta brièvement, puis décrocha le combiné. Il écouta un moment avant de parler. « Ici le 304 à Market Cleeve. Je voudrais que vous me passiez un numéro à Londres. » Il indiqua le numéro en question, puis se laissa aller contre le dossier de son siège. Les doigts de sa main droite recommencèrent à tambouriner nerveusement devant lui. Quelques minutes plus tard, Sir Claude Amory quitta son cabinet de travail, traversa la bibliothèque en direction du hall et rejoignit les autres dans la salle à manger de l'aile ouest de la maison. Il prit sa place au haut bout de la table, autour de laquelle le reste des membres de la famille étaient déjà installés. À la droite de Sir Claude se trouvait sa nièce, Barbara Amory, elle-même assise à côté de son cousin Richard, le fils unique de Sir Claude. À droite de Richard venait leur invité du dîner, un médecin italien du nom de Carelli. À la droite du médecin, à l'opposé de Sir Claude, était assise la sœur de ce dernier, Caroline Amory. Vieille fille d'une 60aine d'années, c'était elle qui tenait la maison de son frère, l'épouse de Sir Claude étant décédée quelques années auparavant. À droite de Miss Amory venait Edward Raynor, le secrétaire particulier de Sir Claude, puis Lucia, la femme de Richard Amory, à côté du maître de maison. Le dîner n'avait en l'occurrence rien de joyeux, ni même de détendu. Miss Caroline Amory,
digne représentante de la vieille école aux manières quelque peu affectées, tenta à plusieurs reprises d'échanger de menus propos avec le docteur Carelli, qui se borna à lui répondre avec courtoisie sans pour autant relancer la conversation. Quand Miss Amory se tourna à un moment donné vers Edward Raynor pour lui faire une remarque, ce jeune homme, d'ordinaire civil et affable, eut un sursaut nerveux, marmonna une excuse et parut embarrassé. Sir Claude, toujours assez taciturne pendant les repas, semblait l'être encore un peu plus que de coutume. Son fils, Richard Amory, jetait de temps à autre à travers la table des regards inquiets à sa femme, Lucia. Seule, la jeune Barbara Amory paraissait de bonne humeur et bavardait de façon sporadique avec sa tante. « Ma parole, tante Caroline, cette sole est rudement bonne !» s'exclama-t-elle en attaquant son assiette avec ardeur. « Je suis bien contente que vous alliez chez le nouveau poissonnier du village. Il est tellement mieux que le vieux Hobbs. » Sa tante marmonna une réponse appropriée. Alors que le majordome servait le dessert, une salade de fruits, Sir Claude s'adressa soudain à lui suffisamment fort pour que toute la table entende. « Treadwell, voudriez-vous téléphoner au garage Jackson de Market Cleave pour leur demander d'envoyer une voiture avec chauffeur à la gare pour le 20h50 de Londres ? Deux messieurs qui viennent nous rendre visite après le dîner descendront de ce train. »« Très bien, Sir Claude, » répondit Treadwell en se retirant. Quand le majordome eut refermé la porte derrière lui, Richard fut le premier à reprendre la parole. « Quel, messieurs, père ? Vous attendez quelqu'un après dîner ? Des gens de Londres ?» Le maître de maison leva une main pour réclamer le silence. « Vous allez tous le savoir très bientôt. J'ai une annonce à faire dans la bibliothèque quand nous aurons fini notre repas. D'ici là, je n'aurai rien à ajouter. » Sir Claude avait à peine achevé ces mots que Lucia Amory se leva de table en bredouillant une excuse et se précipita hors de la salle. Elle traversa le hall à la hâte et obliqua en direction de la bibliothèque. C'était une pièce plus confortable qu'élégante qui servait également de salon à la famille. Une porte-fenêtre ouvrait sur une terrasse en façade qui surplombait une partie du jardin, tandis qu'au fond, une porte menait au cabinet de travail de Sir Claude. Sur le manteau d'une vaste cheminée, à gauche de la porte du cabinet de travail, était disposée une pendule ancienne, quelques bibelots, ainsi qu'un vase rempli de longs tortillons de papier épais à usage d'allume-feu. À droite de la pièce, quand on venait du hall, se trouvait une autre porte, donnant directement accès au reste de la maison, le vestibule de l'entrée et l'escalier qui montait aux chambres du premier étage et au quartier des domestiques au-dessus. Le mobilier de la bibliothèque se composait, juste à gauche de la porte en entrant, d'une table bureau sur le plateau de laquelle était placé un téléphone, d'une haute étagère abondamment garnie de livres à droite de la porte-fenêtre, d'une petite table avec un phonographe et des disques, d'un canapé flanqué d'une table basse. Une chaise droite et un confortable fauteuil étaient positionnés de part et d'autre d'une table ronde au centre de la pièce, cependant que sur une autre table appuyée au mur se dressait une plante d'intérieur dans un pot en cuivre. Le mobilier, dans son ensemble, était traditionnel, mais pas suffisamment ancien ou raffiné pour être admiré comme antiquité. Lucia Amory, jolie jeune femme de 25 ans à la luxuriante chevelure brune qui lui cascadait sur les épaules mais dont les yeux de braise reflétaient en cet instant une émotion contenue difficile à définir, hésitait au milieu de la pièce. Puis elle se dirigea vers la porte-fenêtre, écarta légèrement les rideaux et regarda dans la nuit. Émettant un soupir à peine audible, elle appuya le front contre la vitre fraîche et resta perdue dans ses pensées. La voix de Miss Amory se fit entendre dans le hall. « Lucia, Lucia, où êtes-vous » Un instant plus tard, Miss Amory entra dans la bibliothèque. Elle s'approcha de Lucia, prit la jeune femme par le bras et l'entraîna vers le canapé dont elle lui indiqua un angle. « Allons, ma chère petite, allons, asseyez-vous là. » Elle l'étudia un moment avec attention avant de livrer son diagnostic.
Vous vous sentirez beaucoup mieux dans une minute ou deux. » En s'asseyant, Lucia adressa à Caroline un petit sourire de gratitude. « Oui, sûrement, » acquiesça-t-elle. « Cela passe déjà, en fait. » Bien qu'elle parlât un anglais parfait, trop parfait peut-être, une inflexion çà et là trahissait le fait que ce n'était pas sa langue maternelle. « Il s'agit juste d'un petit malaise, c'est tout. Je me sens grotesque. C'est la première fois que cela m'arrive. Je ne comprends pas ce qui m'a pris. Je vous en supplie, tante Caroline, retournez auprès des autres. Je me débrouillerai très bien ici toute seule. » Tandis que Caroline Amaury continuait à la regarder avec sollicitude, Lucia sortit un mouchoir de son sac, se tamponna les yeux, rangea le mouchoir dans son sac et sourit de nouveau. « Ça va aller très bien, » répéta-t-elle. « Je vous assure, ça va aller très bien. » Miss Amaury n'en parut pas le moins du monde convaincue. « Vous n'avez pas eu l'air dans votre assiette de toute la soirée, vous savez, ma chère petite, » souligna-t-elle en l'observant d'air chef d'un œil anxieux. « Non, vraiment pas. » Elle s'assit à côté de Lucia sur le canapé. « Peut-être avez-vous pris un léger coup de froid. Nos étés anglais sont parfois traîtres. Rien à voir avec le chaud soleil italien auquel vous êtes davantage habitués. Quel délicieux pays que l'Italie !»« L'Italie » murmura Lucia d'un air lointain en posant son sac à côté d'elle sur le canapé. « L'Italie. Je sais, mon enfant, votre pays vous manque. Vous êtes triste. Quel affreux contraste cela doit faire. Le climat, d'abord, les coutumes différentes. Avec cela que nous devons vous paraître tellement glaciales, nous autres, alors que les Italiens, bien sûr. »« Non, pas du tout. L'Italie ne me manque jamais, » s'écria Lucia avec une véhémence qui surprit Miss Amaury. « Jamais. » « Allons, mon enfant, il n'y a pas de honte à ressentir un peu le mal du pays quand… »« Jamais, » répéta Lucia. « Je hais l'Italie. Je l'ai toujours détestée. C'est le paradis pour moi d'être ici, en Angleterre, parmi vous tous, qui êtes si gentils. Le paradis. » « C'est extrêmement aimable à vous d'affirmer cela, ma chérie, » la complimenta Caroline Amaury, « même si vous ne le dites que par politesse. Il est vrai que nous essayons tous de vous rendre heureuse et de faire en sorte que vous vous sentiez ici chez vous. Il ne serait pourtant que trop naturel que vous ayez parfois la nostalgie de l'Italie, et puis n'avoir pas de mère. Je vous en supplie, je vous en conjure, » l'interrompit Lucia. « Ne me parlez pas de ma mère. »« Non, bien sûr, si vous préférez que j'évite le sujet, loin de moi l'idée d'avoir voulu vous peiner. Seigneur Dieu, songea-t-elle, ces étrangers. Voulez-vous que j'aille vous chercher des sels ? J'en ai dans ma chambre. »« Non, merci beaucoup, » répondit Lucia. « Je me sens maintenant très bien, je vous assure. »« Ce serait très volontiers, vous savez, » insista Caroline Amaury. « J'ai de merveilleux sels, exquisément roses et dans le plus charmant des flacons, et d'une totale efficacité. Du sel d'ammoniac, je crois bien. Ou ne s'agirait-il pas plutôt d'esprit de sel ? Je ne me rappelle jamais lequel est quoi. Enfin bref, pas celui avec lequel on récure la baignoire. » Lucia esquissa un sourire, mais ne répondit pas. Miss Amaury s'était levée, sans trop savoir apparemment si elle devait ou non aller chercher les sels. Indécise, elle se dirigea vers l'arrière du canapé et se mit à réarranger les coussins. « Oui, vous avez dû prendre un coup de froid, » poursuivit-elle. « Vous étiez resplendissante de santé ce matin, à moins que ce ne soit l'émotion de revoir cet ami italien à vous, le docteur Carelli. Son arrivée a été si soudaine et inattendue que cela a dû vous causer un choc. » Inaperçu de Miss Amaury, le mari de Lucia, Richard Amaury, était entré dans la bibliothèque pendant qu'elle parlait. Les paroles de la vieille demoiselle semblaient avoir bouleversé Lucia, qui se laissa aller en arrière sur le canapé, frissonnante et les paupières closes. « Mon Dieu, que vous arrive-t-il encore ?» s'inquiéta Miss Amaury. « Vous trouveriez-vous mal à nouveau ?» Richard ferma la porte et s'approcha des deux femmes. «
Bel Anglais classique d'une trentaine d'années aux cheveux blonds roux, il était de taille moyenne, assez trapu et musclé. « Allez donc finir de dîner, tante Caroline, » conseilla-t-il à Miss Amory. « Ne vous inquiétez pas pour Lucia, je vais m'occuper d'elle. » Miss Amory hésitait toujours. « Ah, vous êtes là, Richard. Oui, je devrais peut-être retourner là-bas, » acquiesça-t-elle comme à regret en faisant 1 ou 2 pas incertains vers la porte du hall. « Vous savez combien votre père déteste les dérèglements de quelque ordre que ce soit, surtout avec un invité à la maison. Ce n'est pas comme si c'était un intime de la famille. » Elle se retourna vers Lucia. « J'étais justement en train de souligner, n'est-il pas vrai, ma chère enfant, comme je trouvais extraordinaire le hasard qui a fait que le docteur Carelli surgisse ainsi, alors qu'il ignorait tout de votre présence dans ce trou de campagne perdu. Vous vous êtes trouvé nez à nez avec lui au village, et vous l'avez invité à venir prendre le thé cet après-midi. Cela a dû être une surprise de taille, j'imagine. » « Plutôt, oui, » acquiesça mollement Lucia. « Le monde est vraiment petit, » poursuivit Miss Amory. « C'est ce que je dis toujours. Votre ami est fort bel homme, Lucia. »« Vous trouvez ? » ?»« Dans un style étranger, bien sûr, » concéda-t-elle, « mais indubitablement bel homme, et il parle un anglais parfait. »« Oui, peut-être bien. » Miss Amory ne semblait pas décidée à changer de conversation. « Vous n'aviez réellement pas idée qu'il villégiaturait dans la région ? » « Pas la moindre, » répondit Lucia, catégorique. Richard n'avait pas quitté sa femme des yeux, et il sembla soudain recouvrer la parole. « Quelle divine surprise cela a donc dû être pour toi, Lucia, » fit-il d'un ton sourd. Celle-ci leva un bref regard sur lui, mais ne répondit pas. Miss Amory s'épanouit. « Je l'imagine sans peine. Vous le connaissiez bien en Italie, ma chère enfant. C'était un grand ami à vous. Je présume qu'il ne pourrait en avoir été autrement. » Une âpreté soudaine transparut dans la voix de Lucia. « Nous n'avons jamais été amis, » grinça-t-elle. « Ah, je vois, juste une connaissance, une relation. » Cela ne l'a pas empêché d'accepter mon invitation à dîner sans trop s'embarrasser de précautions oratoires. Je les trouve souvent un peu sans gêne, tous ces étrangers. Oh, je ne vous incluais bien entendu pas dans le lot, ma chérie. » Miss Amory eut la délicatesse de s'interrompre, le rouge aux joues, avant de reprendre. « Parce que vous êtes à moitié anglaise, de toute façon. Et même totalement depuis peu, n'est-ce pas, Richard ?» ajouta-t-elle avec un coup d'œil malicieux en direction de son neveu. Celui-ci ne répondit pas à l'humour discret de sa tante. Au lieu de cela, il se dirigea vers la porte et l'ouvrit comme une invitation à Miss Amory de rejoindre les autres. « Bon, » conclut-elle en se dirigeant à contre-cœur vers la sortie, « si vous êtes toutes deux sûres que je ne peux rien faire de plus… »« Non, rien. » Le ton de Richard, tandis qu'il tenait ouverte la porte pour sa tante, avait été aussi abrupt que ses paroles. Avec un geste vague et un dernier sourire crispé à Lucia, Miss Amory quitta la pièce. Richard poussa un soupir de soulagement en refermant derrière elle, puis revint vers sa femme. « Et pia, 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 et que je te cause, et que je te tienne le crachoir, et que je te bassine, » maugréa-t-il. « Je pensais qu'elle n'allait jamais partir. » Elle essayait seulement d'être gentille. « Je n'en doute pas un instant, mais elle essaie bougrement trop à mon goût. »« Je crois qu'elle m'aime beaucoup, » murmura Lucia. « Hein ? Oui, bien sûr, » lâcha Richard, l'esprit ailleurs. Immobile, il observait attentivement sa femme. Pendant quelques instants, il y eut un silence gêné. Puis il s'approcha d'elle, sans un instant la quitter du regard. « Tu es sûre que tu n'as besoin de rien ? Il n'est rien que je puisse t'apporter ? » « Je ne sais pas, moi… » Lucia leva les yeux sur lui en s'arrachant un sourire. « Certaine, merci, Richard. Retourne à la salle à manger. Je t'assure que je me sens tout à fait bien maintenant. »« Non, » trancha son mari, « je reste ici avec toi. »« Mais je préférerais être seule. » Il y eut un silence. Puis Richard reprit la parole en passant derrière le canapé. « Les coussins, ça va ? Tu n'en veux pas un autre sous ta tête ? »
J'ai tout ce qu'il me faut, comme ça, se défendit Lucia. Sauf peut-être un peu d'air frais, à la rigueur. Pourrais-tu ouvrir ? Richard se dirigea vers la porte-fenêtre et s'escrima sur le loquet. « Ah, zut !» s'exclama-t-il. « Le paternel a mis un de ces fichus loquets de sécurité de son invention. On ne peut pas ouvrir sans la clé. » Lucia haussa les épaules. « Bah, tant pis, » murmura-t-elle. « Ça ne fait rien. » Richard revint au centre de la pièce et s'assit sur une chaise à côté de la table ronde. Il se pencha en avant, coude appuyé sur les cuisses. « Quel phénomène ! Le paternel ! Il faut toujours qu'il invente un truc quelconque. »« Oui, » répondit Lucia. « Il doit avoir gagné un argent fou avec ses découvertes. »« Des masses, » confirma Richard d'un air sombre. « Mais ce n'est pas l'argent qui l'intéresse. »« Tous les mêmes, ces satanés scientifiques. Toujours à courir après des idées fumeuses et à concocter des inventions pas possibles, qui ne servent strictement à rien, pour personne d'autre qu'eux-mêmes. Bombarder l'atome, je te demande un peu. » « N'empêche que c'est un grand homme. »« Sans doute un des plus éminents savants de notre époque, » admit Richard d'un air maussade. « C'est du moins ce que tout le monde prétend, mais il n'y a que son avis à lui qui compte. » Il s'exprimait avec de plus en plus d'irritation. « Et puis, il m'a vraiment joué un tour de cochon. »« Je sais, » acquiesça Lucia. « Il te garde enchaîné à cette maison presque comme si tu étais prisonnier. Pourquoi t'a-t-il fait abandonner ta carrière dans l'armée et revenir habiter ici ? » « Je crois qu'il s'est imaginé que je pourrais l'aider dans ses recherches. Il aurait pourtant dû savoir que je ne lui serais d'aucune utilité dans ce domaine. Je ne possède en rien les capacités requises. Raynor, lui, a au moins fait quelques études scientifiques. C'est plus qu'un secrétaire. Il est à même de le seconder dans ses expériences. » Richard se rapprocha un peu de sa femme avec sa chaise et se pencha de nouveau en avant. « Bon sang, Lucia, ça me désespère parfois. De voir mon père rouler sur l'or et consacrer jusqu'au dernier sou à ces maudites expériences. Il pourrait quand même me laisser profiter un peu de ce qui me reviendra de toute manière un jour et m'autoriser à partir de cette maison pendant que je suis encore assez jeune pour faire quelque chose d'autre de mon existence. » Lucia se redressa brusquement. « L'argent !» s'écria-t-elle avec amertume. « Tout revient toujours à ça. L'argent !»« Je suis comme une mouche prise dans une toile d'araignée, » poursuivit Richard. « Englué, incapable de faire un geste, complètement réduit à l'impuissance. » Lucia le considéra avec une impatience implorante. « Oh, Richard !» s'écria-t-elle. « Et moi donc ? Ne le comprends-tu pas ?» Son mari la considéra avec inquiétude. Il allait répondre lorsqu'elle répéta. « Et moi donc ? Moi aussi, je suis prise au piège. Moi aussi, je suis réduite à l'impuissance. Et pourtant, je veux m'en aller. Je n'y tiens plus. » Elle se leva soudain et s'avança vers lui. « Richard, je t'en supplie, » fit-elle avec agitation. « Emmène-moi avant qu'il ne soit trop tard. »« T'emmener » demanda-t-il d'une voix atone et désespérée. « T'emmener où, grand Dieu ?»« Ailleurs, où tu voudras, » s'exclama-t-elle, de plus en plus nerveuse. « N'importe où, mais loin de cette maison. C'est cela qui importe. Loin de cette maison. J'ai peur, Richard. Je te le dis, j'ai peur. Il y a des ombres. » Elle regarda par-dessus son épaule, comme si elle pouvait les voir. « Des ombres partout. » Richard ne bougea pas de son siège. « Comment peut-on s'en aller sans argent ?» l'interrogea-t-il. Il leva les yeux sur elle et poursuivit, amer. « Un homme sans argent n'est pas très utile à une femme, hein, Lucia, pas vrai ?» Elle eut un mouvement de recul. « Pourquoi dis-tu ça, Richard ? Que signifie cette remarque ?» Il continua à le regarder en silence, le visage tendu et pourtant curieusement inexpressif. « Qu'est-ce que tu as ce soir ? » lui demanda-t-elle. « Tu n'es pas comme d'habitude. » Il se leva de sa chaise. « Moi ? » ?»« Oui. Qu'est-ce qu'il y a qui ne va pas ? » « Eh bien, commença-t-il. Mais il s'interrompit et marqua un temps avant de reprendre. « Rien.
Vraiment rien. Non, il n'y a rien. Il voulut se détourner, mais Lucia le retint et lui posa les mains sur les épaules. « Richard, mon chéri !» Il se dégagea et la dévisagea d'un œil inquisiteur. « Richard !» articula-t-elle de nouveau avec une note implorante dans la voix. Le regard dur, il mit ses mains derrière son dos. « Tu me prends pour un imbécile, gronda-t-il. Tu crois peut-être que je n'ai pas vu ton vieil ami te glisser un billet dans la main ?» Il avait appuyé sur les mots « vieil ami ». « Tu veux dire que tu as cru ?» Richard interrompit brutalement sa femme. « Pourquoi es-tu sortie de table ? Tu n'étais pas prise d'un malaise subit. Ce n'était qu'un prétexte. Tu voulais être seule pour lire ton précieux billet. Tu ne pouvais pas attendre. Et depuis 5 minutes, tu es folle d'impatience, parce que tu ne parviens pas à te débarrasser de nous. D'abord de tante Caroline qui s'inquiétait pour toi, et maintenant de moi. » Tout en trahissant l'intensité de sa douleur, ses yeux trahissaient une colère froide. « Richard !» s'écria-t-elle. « Tu es fou ! C'est absurde, voyons. Tu n'imagines tout de même pas que j'éprouve un penchant pour Carélie. Dis-moi que ce n'est pas vrai. Dis-le-moi, Richard, mon chéri. Il n'y a que toi. Tu es le seul être au monde qui compte et qui comptera jamais pour moi. Je t'aime, il faut que tu le saches. » Richard gardait les yeux rivés sur elle. « Qu'y a-t-il sur ce billet ?» demanda-t-il sans hausser le ton. « Rien, rien du tout. »« Puisque c'est comme ça, montre-le-moi. »« Je ne peux pas. » La voix de Lucia n'était plus qu'un murmure. « Je l'ai détruit. » Un sourire glacial effleura les lèvres de Richard pour s'effacer aussitôt. « Non, ce n'est pas vrai. Montre-le-moi, » insista-t-il. Lucia resta un moment silencieuse, et elle jeta à son mari un regard suppliant. « Richard, » implora-t-elle, enfin dans un souffle, « tu ne me fais pas confiance. »« Je pourrais te le prendre de force, » grommela-t-il entre ses dents serrées en faisant un pas vers elle. « Et j'ai bien envie de... » Elle se recula avec un petit cri, les yeux toujours fixés sur le visage de son mari, comme pour le convaincre de la croire. Soudain, il se détourna. « Non, » marmonna-t-il comme pour lui-même. « Il y a des choses qu'on ne peut pas faire. » Il fit de nouveau face à sa femme. « Mais, sacré nom, je vais tirer ça au clair avec Carélie. » Lucia le saisit par le bras dans un transport de désespoir. « Non, Richard, il ne faut pas. Ne fais pas ça, je t'en supplie. S'il te plaît. »« Tu as peur pour ton amant, hein ?» ricana-t-il. « Ne sois pas ridicule. Ce n'est pas mon amant, » répliqua-t-elle âprement. Il la saisit par les épaules. « Peut-être ne l'est-il pas encore, » dit-il. « Peut-être est-ce seulement ce soir qu'il va... » Au son de voix qui approchait dans le hall, Richard s'arrêta de parler. Faisant un effort surhumain pour se contrôler, il se dirigea vers la cheminée, sortit son étui à cigarette et son briquet, et en alluma une. Au moment où la porte s'ouvrait et où les voix se faisaient plus présentes, Lucia se dirigea vers la chaise que Richard avait quittée. Le visage blême, les mains crispées l'une contre l'autre, l'air affreusement malheureuse, elle s'y effondra. Miss Amory entra dans la bibliothèque accompagnée de sa nièce Barbara. Barbara Amory était une jolie blonde de 21 printemps, d'allure moderne et délurée. Balançant gaiement son sac à main, elle se dirigea à grands pas vers Lucia. « Alors, ma choutte chérie, ça va mieux ?» s'enquit-elle sur un ton de joviale sollicitude. Chapitre 3. Lucia s'efforça de sourire, tandis que Barbara Amory approchait. « Oui, merci, ma chérie. Je me sens tout à fait bien. Vraiment. » Barbara considéra la jolie épouse brune de son cousin Richard. « Tu n'aurais pas annoncé un heureux événement à ton mari, par hasard ?» demanda-t-elle, espiègle. « Ce ne serait pas ça qui t'aurait mise dans tous tes états ?»« Un heureux événement ? Quel heureux événement ? Je ne comprends pas, » fit Lucia, ahurie. Barbara croisa ses bras et les balança doucement, comme si elle berçait un nouveau-né. La réponse de Lucia à ce mime fut un sourire triste et un secouement de tête. «
La digne Miss Amory ne s'en laissa pas moins choir dans un fauteuil, manifestement choquée. « Quand même, Barbara, réprimanda-t-elle sa nièce, comment peux-tu proférer de telles insanités ? Les accidents, ma tante, ça arrive, vous savez, répondit Barbara sans le moindre repentir. Lucia et Richard auraient très bien pu faire par mégarde un enfant qui n'aurait pas été soigneusement programmé à l'avance. Sa tante secoua la tête. Je me demande jusqu'où iront les filles de la nouvelle génération, déplora-t-elle sans s'adresser à quiconque en particulier. Quand j'étais jeune fille, on se serait gardé d'évoquer la maternité de façon aussi cavalière, et je n'aurais jamais permis. Elle s'interrompit au bruit de la porte qui s'ouvrait et se tourna juste à temps pour voir Richard quitter la pièce. « Voilà, tu as mis Richard au comble de l'embarras, reprocha-t-elle à Barbara. Ce qui ne m'étonne d'ailleurs en rien. Ça va de soi, tante Caroline, rétorqua Barbara. Vous êtes après tout une vraie victorienne, née quand la vieille reine en avait encore pour une bonne vingtaine d'années à jouer les éteignoirs. Vous êtes tout à fait représentative de votre génération, comme je crois l'être de la mienne. Eh bien, je ne ferai pas l'échange, commença la tante sur un ton aigre, tout de suite interrompu par un gloussement de rire de Barbara. Vous, les Victoriens, vous étiez vraiment merveilleux. Racontez aux enfants que les bébés naissaient dans les choux en France et dans les groseilliers à maquereaux en Angleterre. Je trouve ça adorable. Je regrette souvent qu'on ne puisse pas revenir à cette bonne vieille époque. Mais les temps changent, tante Caroline. Vous ne pouvez pas arrêter le progrès, ni vouloir tenir les jeunes gens de maintenant dans l'ignorance des réalités de l'existence. Barbara fouilla dans son sac, trouva une cigarette et un briquet, l'alluma. Elle allait recommencer à parler lorsque l'auguste Miss Amory l'arrêta d'un geste. « Oh, assez de sornettes, Barbara. Je m'inquiète beaucoup pour cette pauvre enfant et j'apprécierais que tu ne te moques pas de moi. » Lucia éclata soudain en sanglots. Essuyant les larmes qui ruisselaient sur son visage, elle haleta entre deux hoquets. « Vous êtes tous tellement bons avec moi. Avant que je n'arrive ici, avant mon mariage avec Richard, personne ne s'était jamais montré aussi gentil. Ça a été merveilleux d'être parmi vous. C'est plus fort que moi, Allons, allons, fit doucement Miss Amory. Elle se leva pour s'approcher de Lucia et lui tapota l'épaule. Voyons, ma chérie, je comprends très bien. Toute votre vie à l'étranger, ce n'est pas l'idéal pour une jeune fille. Pour être élevée, d'autant que les continentaux ont des idées très spéciales sur l'éducation. Allons, allons. Barbara les considéra toutes deux d'un air passablement excédé. Tu ne devrais pas te montrer aussi émotive, ma petite Lucia, lui fit-elle observer en se détournant. Lucia se leva et jeta un regard hésitant autour de la pièce. Elle se laissa amener par Caroline Amory jusqu'au canapé et s'assit à une extrémité cependant que Miss Amory réarrangeait les coussins pour s'installer à côté d'elle. « Vous êtes bouleversée, c'est normal, lui dit-elle. Mais il faut vraiment essayer d'oublier l'Italie. Bien sûr, vos délicieux lacs italiens sont exquis au printemps. Je le dis toujours, le rêve pour les vacances. Mais on n'y vivrait pas toute l'année. Voyons, ne pleurez pas, ma chère petite. Je crois que ce qu'il lui faut, ce n'est pas un cours sur les lacs italiens, mais un bon verre bien tassé, suggéra Barbara en s'asseyant sur le bord de la table et en observant le visage de Lucie d'un œil scrutateur mais non dénué de sympathie. Vous savez, la vie est sinistre dans cette maison, tante Caroline. On a des années de retard sur notre temps. Pas l'ombre d'un cocktail, jamais. Sherry au whisky avant dîner, brandy après, point final. Richard ne sait pas faire un Manhattan buvable et essayez un peu de demander un whisky sour à Edward Raynor, rien que pour voir. Alors qu'un moustache de Satan la remettrait d'aplomb en un rien de temps. Miss Amory tourna un regard scandalisé vers sa nièce. Un moustache de Satan. Qu'est-ce encore que cela s'enquit-elle horrifiée. Un truc tout bête, quand on a les ingrédients, répondit Barbara.
2 doigts de brandy, idem de crème de menthe, sans toutefois oublier, très important, une tombée de piment. C'est du tonnerre de Zeus. Et pour ce qui est du coup de fouet, le résultat est garanti. Barbara, tu sais combien je désapprouve ces stimulants alcoolisés, se récria Miss Amory avec un frisson. Mon pauvre père disait toujours… Ce qu'il disait, ça, je l'ignore, l'interrompit Barbara. Mais tout le monde dans la famille sait que mon cher grand-oncle Algernon avait la réputation d'être rudement porté sur la bouteille. Miss Amory parut d'abord sur le point d'exploser, puis un petit sourire hésitant tremblota sur ses lèvres. « Il est vrai que les messieurs ont droit à certaines dérogations », se borna-t-elle à répondre. Barbara ne l'entendit pas de cette oreille. « Dérogation, mon œil ! Je ne vois pas pourquoi on leur permettrait ce qu'on m'interdit à moi. Le drame, c'est qu'on leur passait tout à l'époque. » Elle sortit de son sac un petit miroir, une houppette et du rouge à lèvres. « Voyons, de quoi ai-je l'air ?» se demanda-t-elle à elle-même. « Seigneur !» Avec une comique expression d'horreur, elle commença à s'appliquer du rouge avec vigueur. « Vraiment, Barbara !» se lamenta sa tante. « J'apprécierais que tu n'étales pas autant de ce produit écarlate sur tes lèvres. C'est tellement voyant, cette couleur. »« Il ne manquerait plus que ça ne le soit pas, » bondit Barbara, qui s'affairait toujours sur son maquillage. « Cette fantaisie m'a quand même coûté 7 shillings et 6 pence. » 7 shillings et 6 pence. Quel scandaleux gaspillage d'argent rien que pour du rouge baiser, tante Caroline. Je te demande pardon. Le rouge, il s'appelle baiser. Il ne bave pas, il ne dégouline pas, il ne déteint pas sur la joue du voisin. Miss Amory eut un reniflement réprobateur. Je sais, cela va sans dire, que les lèvres ont tendance à gercer lorsque l'on se voit contraint de sortir par grand vent et qu'il est alors recommandé de les graisser un peu, avec de la lanoline, par exemple. Moi, j'utilise toujours… Barbara l'interrompit. Ma chère tante Caroline, croyez-moi, car j'en sais long sur la question. Une fille ne met jamais trop de rouge à lèvres. Pour la bonne raison qu'elle ne sait pas quelle quantité elle va en perdre dans le taxi qui la ramène chez elle. Sur ces paroles définitives, elle replaça le miroir, la houppette et le bâton de rouge dans son sac à main. Miss Amory était restée manifestement interdite. « Que veux-tu dire par… dans le taxi qui la ramène chez elle ? Je me perds en conjectures. » Barbara se leva, passa derrière le canapé et se pencha vers Lucia. « Peu importe, ma pauvre tante. Lucia comprend, n'est-ce pas, ma chérie ?» fit-elle en lui effleurant du doigt le menton. Celle-ci regarda autour d'elle, ahurie. « Je suis désolée. Je n'écoutais pas, » avoua-t-elle à Barbara. « Qu'est-ce que tu disais ?» S'intéressant de nouveau à Lucia, Caroline Amory revint sur le sujet de la santé de la jeune femme. « Vous savez, ma chère enfant, je suis très inquiète en ce qui vous concerne. » Son regard passa de Lucia à Barbara. « Si elle ne se sent pas bien, il faut lui faire prendre quelque chose, Barbara. Voyons, que pourrait-on lui donner ? Ce qui serait souverain, bien sûr, c'est lui faire respirer des sels. Hélas, il me revient tout juste que… » Plus maladroite que jamais, Hélène, ma petite femme de chambre, a brisé mon flacon ce matin en faisant la poussière sur ma coiffeuse. Plissant les lèvres, Barbara réfléchit un moment. « Je sais !» s'écria-t-elle soudain. « Les fournitures d'hôpital !»« Les fournitures d'hôpital ? Qu'entends-tu par là ? Quelles fournitures ? Et de quel hôpital ?» piola Miss Amory. Barbara vint s'asseoir sur une chaise à côté de sa tante. « Vous vous rappelez les affaires d'Edna ?» Le visage de Miss Amory s'éclaira. « Ah, mais où donc avais-je la tête ?» Elle se tourna vers Lucia pour lui fournir les explications nécessaires. « J'aurais aimé que vous rencontriez Edna, l'aînée de mes nièces, la sœur de Barbara. Elle est partie pour l'Inde avec son mari. Oh, peut-être 6 mois avant votre arrivée ici avec Richard, une jeune femme extraordinairement compétente. » Compétente comme pas deux, confirma Barbara avec un sourire en coin. Elle a fait des jumeaux. Et comme ça se passait en Inde,
Ou j'imagine qu'il n'y a ni choux ni groseilliers à maquereau, elle a dû les dénicher dans un double lotus. Miss Amory ne put s'empêcher de sourire. « Tais-toi, Barbara, fit-elle pour la forme. Puis elle se retourna vers Lucia et poursuivit. « Comme je vous le disais. » Mais vous le disais-je bien, au fait. Edna a reçu une formation de pharmacienne pendant la guerre. Elle a travaillé dans notre hôpital, ici. Nous avions transformé la mairie en centre de soins au cours des hostilités. À l'issue des conflits, elle a continué plusieurs années à œuvrer comme pharmacienne à l'hôpital du comté, jusqu'à son mariage en réalité. Elle était imbattable sur le chapitre des potions, pilules et sirops. Elle l'est sans doute encore. Ses connaissances doivent lui être précieuses en Inde. Mais je m'égare. Où en étais-je ? Ah oui, quand elle est partie, qu'avons-nous fait de toutes ces fioles ? Je me rappelle très bien, affirma Barbara. Il y a des années, tout un lot de vieux médicaments provenant de la trousse d'Edna ont été rangés dans une boîte. On devait les trier et les envoyer aux hôpitaux, mais tout le monde a oublié. Ou du moins, personne n'a rien fait. On les a montés au grenier, et ils n'ont réapparu que quand Edna a fait ses valises pour partir. Ils sont en haut de cette bibliothèque, là. Elle fit un geste en direction du meuble. Et ils n'ont toujours pas été inventoriés et triés. Elle se leva et traversa la pièce en emportant sa chaise. Elle la plaça devant la bibliothèque, grimpa dessus, leva le bras et s'empara d'une boîte en fer blanc. Sans prêter attention au « Ce n'est pas la peine, ma chérie, je t'assure, je n'ai besoin de rien », murmuré par Lucia. Elle vint poser la boîte sur la table. « Bon, fit-elle, autant jeter un coup d'œil sur tout ça maintenant qu'on l'a descendu. » Elle ôta le couvercle. « Mon Dieu, quelle fourbie ! Il y en a pour tous les goûts, là-dedans. De la teinture d'iode, du baume de benjoin, un truc qui s'appelle thym, carde, co, de l'huile de ricin. » Elle fit une grimace avant de reprendre son inventaire. « Ah, nous en arrivons aux choses sérieuses, » annonça-t-elle en sortant de petits tubes de verre marron dont elle lut les étiquettes. « Atropine, morphine, strychnine. Méfiez-vous, tante Caroline. Si vous me faites tourner en bourrique, j'empoisonne votre café à la strychnine et vous mourrez dans les plus affreuses souffrances. » Elle mima un geste de menace en direction de sa tante qui, avec une exclamation indignée, lui fit signe de s'éloigner. « En tout cas, il n'y a rien là qu'on puisse donner à Lucia comme remontant, c'est certain. » s'esclaffa la jeune fille en commençant à remettre flacons et fioles dans la boîte en fer blanc. Elle tenait bien haut un tube de morphine dans sa main droite lorsque la porte du hall s'ouvrit sur Treadwell qui s'effaça devant Edward Raynor, le docteur Carelli et sir Claude Amory. Le premier à entrer fut le secrétaire, jeune homme blond au visage assez solennel qui avoisinait la trentaine. Il se dirigea vers Barbara, puis tomba en arrêt devant la boîte. « Tiens, monsieur Raynor, vous vous intéressez au poison ?» s'enquit-elle en continuant à ranger les flacons. Le docteur Carelli s'approcha à son tour de la table. Du bon côté de la quarantaine, très brun et de teint mat, il portait des vêtements de soirée un peu trop ostensiblement bien coupés. Gestes coulants et manières doucereuses, il s'exprimait avec un très léger accent italien. « Eh bien, mais que se passe-t-il donc ici, chère signorina Amory ?» Sir Claude s'arrêta un moment à la porte avant d'entrer dans la pièce pour parler à Treadwell. « Vous avez bien compris mes instructions ?» demanda-t-il au majordome. « Parfaitement, Sir Claude. » Treadwell se retira et Sir Claude rejoignit leur invité. « J'espère que vous m'excuserez, docteur Carelli, fit-il sur un ton de politesse cérémonieuse. Si je me rends directement à mon cabinet de travail pour l'instant, j'ai diverses lettres à achever qui ne sauraient attendre et doivent partir ce soir. Je croyais que vous aviez une importante annonce à faire au sujet de ces mystérieux invités qui vont arriver, grommela Richard, d'assez méchante humeur. Plus tard. Je serai très vite de retour parmi vous, répondit sir Claude. Raynor, voudriez-vous venir avec moi ? Le secrétaire rejoignit son patron et ils s'engouffrèrent dans le cabinet de travail de sir Claude. Alors que la porte se refermait sur eux, Barbara poussa soudain un petit cri et lâcha le tube qu'elle tenait à la main.